Sommes-nous en train de transformer nos mers et nos océans en poubelles plastiques ou en poubelles atomiques? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui dans Théma et on a décidé d'aller plus loin en allant poser la question à une grande navigatrice, Isabelle Autissier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Vous êtes ici dans votre élément, sur un bateau à Paris, alors pas sur la mer, sur la Seine où flottent d'ailleurs quelques déchets C'est ce que je plastiques. voyais, on en Voilà, voit on qui a un passe, pneu, hein. on a quelques spécimens comme ça qu'on peut admirer. Alors aujourd'hui, vous dirigez le WWF France. Est-ce que c'est ce que vous avez vu en mer qui vous a donné l'envie de cet engagement-là? Pas que, un peu bien sûr. Je crois que c'est tout simplement le sentiment d'une espèce de réalité. On ne peut pas continuer à vivre en détruisant ce qui nous fait vivre, c'est tout simple. La planète nous fait vivre, quelles que soient les activités qu'on ait sur cette planète. Pour pouvoir respirer, pour pouvoir boire, pour pouvoir manger, pour pouvoir travailler, on a besoin de la planète en bonne santé. Un climat stable, une biodiversité stable. Et ça, on est en train de les écrouler. Donc moi, je me suis dit, je mets ma petite pierre dans l'histoire et je veux pas ça, je veux pas que ça s'écroule. Alors, présidente du WWF, mais néanmoins, vous continuez de naviguer. Je crois que c'est non négociable. Vous partez quoi, presque 3 mois dans l'année? Voilà. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui en mer? Alors, c'est assez difficile de constater parce que ce qu'on voit passer là, ça va se morceler, se fractionner. Tous les objets plastiques, les sacs, etc. Ça va assez rapidement avec les UV, avec les frottements de la mer, etc. partir en toutes petites particules qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Évidemment, bien sûr, on croise en mer des sacs plastiques. C'est plutôt sur les côtes qu'on les voit, où ils ne sont pas encore morcelés. Malheureusement, en mer, j'allais dire, c'est presque encore pire, parce qu'on ne le voit pas, et ils sont là, ces morceaux, et non seulement ils sont là, mais ils sont absorbés par le plancton, les poissons, la chaîne Donc alimentaire. c'est une pollution invisible qui est en train de s'intégrer à la chaîne alimentaire, en effet, des oiseaux marins, des poissons. Ce qui est assez terrible, c'est que c'est absolument partout. Vous pouvez faire le tour de la planète. Sur toutes les mers du monde. Sur toutes les mers du monde. Moi, j'ai quand même eu la chance de naviguer au fin fond de l'Antarctique, de l'Arctique, dans des endroits... j'ai souvenir des îles Falkland, par exemple, les Malouines, qui sont vraiment des îles très éloignées, très perdues, d'être allé voir des amis là-bas et on avait passé une demi-journée à ramasser 400 kilos de plastique qui étaient sur les plages. Donc il y en a vraiment partout. Vous citez souvent l'exemple de l'île d'Anderson, dans le Pacifique, à 5000 km de tout territoire habité. Et bien sûr, ces plages-là, qu'est-ce qu'on retrouve? Elles sont jonchées de plastique? Oui, parce que le plastique, il faut bien voir que ça a une durée de vie d'environ 500 ans, hein, la molécule en tout cas, et puis ça flotte. Et donc, c'est entraîné par les courants. Et ce qui va ici dans la Seine, vous allez peut-être le retrouver aux Antilles, par exemple, parce que le courant va traverser l'Atlantique et qu'un jour ou l'autre, ça arrivera là-bas. Alors, on parle souvent dans la presse, notamment dans les médias, du 7e continent plastique. Vous vous dites c'est un truc de journaliste? Non, ce qui est un truc de journaliste, c'est d'imaginer que c'est comme un continent et qu'on peut marcher dessus. Oui, qu'on pourrait s'y installer, créer des maisons. Voilà, donc ça, c'est pas vrai. C'est un endroit assez simple, ce sont les courants marins qui forment ce qu'on appelle une gyre, hein, c'est-à-dire une espèce de courant giratoire. Donc évidemment, les courants ramassent les plastiques des deux côtés d'un océan et l'amènent, et là, ça ne peut plus sortir, et ça tourbillonne et ça s'accumule. Le plus grand, évidemment, c'est celui du Pacifique Nord, avec d'un côté les États-Unis, de l'autre côté le Japon et la Russie, donc des pays qui polluent énormément. Mais il y en a dans tous les océans, malheureusement, il y en a en Méditerranée, donc c'est vrai que c'est quand même des endroits où il y a 100 fois plus de morceaux de plastique que de plancton, quoi. Donc on atteint des concentrations incroyables. Finalement, quand on regarde le premier film de notre soirée, on se dit qu'on a engendré un monstre dans les années 50 en inventant le plastique et qu'aujourd'hui on ne sait pas s'en débarrasser. On a engendré des monstres à différents niveaux. On pourrait reprendre la question du climat aussi, par exemple. Mais oui, bien sûr. Et on l'a fait en toute bonne foi. C'était génial, c'était pas cher, c'était facile à travailler et ça servait à tout. Amusez-vous à sortir devant chez vous tous les objets en plastique que vous avez chez vous, vous allez sortir 80% de la maison, je pense. Donc on l'a utilisé pour tout, et c'est vrai que maintenant, on commence à s'apercevoir des désagréments en quelque sorte, et on a beaucoup de mal à faire demi-tour, enfin on a beaucoup de mal à arrêter. 14% seulement du plastique mondial que l'on sait recycler. Ce film nous montrait qu'on a cette tentation facile qui est d'expédier nos déchets plastiques sur d'autres continents, en Chine notamment, sauf qu'à brève échéance, la Chine a dit qu'elle ne voudrait plus de ces déchets-là. Alors il reste la solution de les envoyer en Afrique, ce qui évidemment n'est pas beaucoup plus souhaitable. Aujourd'hui, la seule solution, c'est quoi? C'est la loi? On est devant l'Assemblée nationale? Ça peut être la loi, bien sûr. On se rend compte qu'en Europe, nous les Français, on est très très mauvais par exemple pour le recyclage. Les pays qui sont très bons, c'est simple, ils ont pris une loi en disant c'est interdit de mettre du plastique en décharge. Et là, comme par miracle, on s'est organisé pour avoir un taux de recyclage bien meilleur. Mais le recyclage pour le plastique,
ça ne fait pas tout, parce que c'est le plastique qui sort du recyclage, il est d'assez mauvaise qualité. Donc on est obligé de le mélanger avec du plastique neuf. Donc finalement, voilà. La solution, évidemment, c'est d'une part en amont de commencer à apprendre à se passer de plastique et d'utiliser autre chose, ou des plastiques biodégradables entièrement, c'est-à-dire issus des plantes par exemple, ou évidemment après d'essayer d'aller récupérer ce qui est en mer. Alors justement, essayons d'être le plus concret possible. Je le disais, on est amarré devant l'Assemblée nationale qui un jour a voté une loi qui interdit les sacs plastiques. C'est aussi en train d'être le cas dans d'autres pays, sur d'autres continents. Le Maroc, par exemple, très récemment, qui a supprimé la possibilité d'avoir recours à des sacs plastiques gratuits. Ça, c'est facile et ça change tout. Oui, c'est facile et ça change tout. Il y a des petites choses simples. Par exemple, moi, j'ai en sainte horreur maintenant les gobelets en plastique. C'est pas compliqué. Il y a des très jolies petites gourdes maintenant, où il y a des jolis mugs. On peut être au bureau avec sa gourde et son mug et ne pas avoir ces bouteilles que souvent, malheureusement, qui finissent dans l'environnement. Les pailles, la pollution aux pailles plastiques, c'est une catastrophe. Il y a des pays qui commencent à légiférer sur l'interdiction des pailles. Vos enfants, arrêtez de leur offrir des jouets en plastique. Il y a des tas de beaux jouets en autre chose. En bois, par exemple. Voilà, il y a des petites choses aussi de la vie quotidienne. Mais par exemple, faire interdire les gobelets ou les pailles, dont parlait abondamment notre premier film, c'est le genre de message ultra concret que vous allez porter chez ces gens-là, chez les députés, chez les sénateurs? Bien sûr, parce que WWF, on est attaché à se faire en sorte que ça change à grande échelle. Donc, on peut faire des expérimentations, puis à un moment donné, il faut s'y mettre tous. Donc, on s'y met tous parce que, d'une part, les citoyens ont envie de s'y mettre, et aussi parce que ces messieurs-dames-là, ils sentent que les citoyens sont prêts, et à ce moment-là, on prend la loi, et à ce moment-là, ça se passe bien. On a quand même un peu progressé, il faut pas être trop noir. On a encore beaucoup de travail à faire. Il y a des pays meilleurs que d'autres. Par exemple, les consignes pour les bouteilles en plastique, c'est une bonne option? Ça peut être une bonne option. À terme, il vaut mieux avoir les consignes sur les bouteilles en verre. Hein. Moi, quand j'étais petite, c'était le cas. On n'était pas plus malheureux. On survivait. Et donc, ça serait bien. Entre les deux, il y a effectivement le côté consigne bouteilles en plastique qui permet d'éviter que ces bouteilles se retrouvent dans l'environnement. Vous vous êtes baladé en forêt, j'imagine. Vous voyez bien qu'il y en a partout. Donc voilà, ça, ce serait quand même des signes importants. On est sur Arte, chaîne franco-allemande. On a quand même l'impression qu'en la matière, les Allemands ont une longueur d'avance sur nous, les Français. Vous la ressentez, cette difficulté française à faire passer ce genre de message? C'est quoi les résistances aujourd'hui en France pour supprimer les gobelets, pour supprimer les pailles en plastique, pour justement se désintoxiquer du plastique? Je pense qu'il y a une espèce de... Comment dire en France, on n'aime pas les interdictions. Alors, si on vous dit c'est interdit les pailles, il va y avoir un comité pour l'autorisation des pailles. Voilà, pour la défense des pailles. Je pense qu'à un moment donné, on a du mal en France à faire la balance entre le petit avantage que peut offrir une paille pour boire, mais aussi, on peut aussi boire normalement dans un verre, hein, et l'inconvénient et la gravité d'avoir ces plastiques répandus dans l'environnement. Donc je pense qu'il y a vraiment encore en France une conscience à développer auprès de nous tous. Il y a un mot que vous ne prononcez pas, il y a des lobbies aussi, des lobbies industriels puissants. Bien sûr, il y a des lobbies. Vous vous opposez à eux, vous les voyez, vous les rencontrez? On ne travaille pas avec eux tous les jours, mais oui, bien sûr, il faut aussi les rencontrer. Il faut aussi essayer de leur dire que, je ne veux pas faire de parallèle, mais c'est un peu comme le nucléaire. Il y a des gens qui travaillent dans ces filières, donc petit à petit, il va falloir aussi proposer à ces gens-là autre chose et leur proposer de fabriquer des objets avec autre chose et de continuer à avoir des entreprises qui emploient des gens, mais pas dans une direction qui en fait est en train de nous empoisonner, parce que c'est vraiment en train de nous empoisonner. Le lobby de la grande distribution, par exemple, il a fallu une loi pour que les supermarchés, les hypermarchés renoncent aux sacs plastiques? Oui, il a fallu une loi. Alors, il y en a quelques-uns qui avaient été pionniers, il y en a qui l'ont fait spontanément au début, puis après les derniers, il a fallu les pousser. On voit, par exemple, il y a quelques supermarchés qui commencent maintenant à vous proposer du vrac. Ça, c'est bien mieux. Au lieu d'avoir 32 emballages, vous savez, 3 emballages les uns dans les autres, là, et ben, vous avez juste un sac en papier, vous allez mettre du riz, vous allez mettre de la semoule, vous allez mettre... Bon, voilà, tout ça, il faut l'encourager. Il faut que nous aussi, consommateurs, on donne le signal qu'on préfère ça plutôt qu'autre chose. Eh bien, merci pour ces conseils pratiques, Isabelle Autissier. Merci de nous avoir reçus ici sur l'eau. À présent, on va s'intéresser à un autre lanceur d'alerte. Je crois que vous le connaissez, il s'appelle Jean Ziegler. C'est un octogénaire en pleine forme. On aimerait tous être comme lui au même âge. Et lui, il a un combat depuis des années, c'est de lutter contre la faim, contre la famine. Voilà un homme pour qui il est anormal qu'on meure encore de faim en 2018. À tout de suite.